Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nicodo. Aujourd'hui, la parole est à la défense de Stanley Milgram et Solomon Asch. Le célèbre Stanley Milgram est un psychologue américain né le 15 août 1933 et décédé le 20 décembre 1984. Il est mondialement connu pour l'expérience sur la soumission à l'autorité qui porte son nom et dont nous reparlerons dans une prochaine vidéo. De son côté, Solomon Asch est également un célèbre psychologue américain, né à Varsovie le 14 septembre 1907 et mort le 20 février 1996 aux États-Unis, où il avait émigré en 1920. Il a été l'un des professeurs de Stanley Milgram et est notamment connu pour son expérience sur le conformisme dont nous allons parler aujourd'hui. Il a également démontré ce que l'on appelle l'effet de halo, de notoriété ou encore de contamination. Un biais cognitif par lequel, en résumé, notre première impression, positive ou négative, sur une personne ou une collectivité, basée sur certains critères alors disponibles, influence ensuite, dans le même sens, notre jugement sur les autres caractéristiques de cette personne ou collectivité. Solomon Asch et Stanley Milgram ont tous deux procédé à des expériences très intéressantes de psychologie sociale sur le conformisme. C'est de ces expériences que je voudrais vous parler aujourd'hui. Commençons par l'expérience menée par Stanley Milgram, Leonard Beekman et Lawrence Berkowitz en 1969. Dans cette expérience, Milgram et ses collègues ont demandé à des compères de s'arrêter dans une rue de New York en fixant une fenêtre située au 6e étage d'un immeuble, pour analyser quelle serait la réaction des passants. Il a mené cette expérience en faisant intervenir un nombre variable de compères. Il y avait selon le cas 1, 2, 3, 5, 10 ou 15 compères qui s'immobilisaient et regardaient en l'air en pleine rue. En réaction, les passants, sujets de l'expérience, pouvaient réagir de diverses manières. Poursuivre leur chemin, regarder en direction de l'immeuble en continuant à marcher, ou se conformer au comportement des compères en s'arrêtant et en regardant dans la même direction. Milgram a constaté que la réaction de conformisme des passants augmentait avec le nombre de compères impliqués. Le graphique que vous voyez à l'écran montre l'évolution du pourcentage de comportements conformes en fonction du nombre de compères impliqués. Ainsi, avec un seul compère regardant en l'air, seuls 4% des passants se sont arrêtés en regardant dans la même direction. Avec 15 compères fixant l'immeuble, le nombre de passants adoptant un comportement conforme est passé à 40%. Toutefois, même avec un seul compère, si seuls 4% des passants se sont arrêtés, 42% d'entre eux ont regardé dans la même direction que le compère tout en poursuivant leur chemin. Avec 15 compères, c'est 87% des passants qui ont pointé leur regard vers le 6e étage de l'immeuble sans s'arrêter. La seconde expérience dont je voudrais vous parler, avant de réfléchir aux causes du conformisme, est la fameuse expérience menée par Solomon Asch en 1951. Dans cette autre expérience, les sujets étaient successivement mêlés à un groupe composé de 7 autres personnes qui étaient complices de l'expérimentateur. Pour le sujet, le groupe était censé participer à une expérience dans laquelle il fallait simplement comparer la longueur d'une ligne avec celle de 3 autres lignes. Il fallait plus exactement reconnaître laquelle de ces 3 dernières lignes était de la même longueur que la première. Précisons d'emblée que la réponse correcte était chaque fois évidente, ce qui a été vérifié à l'aide d'un groupe contrôle, dans lequel chacun donnait sincèrement sa réponse. Dans ce cas, le nombre d'erreurs constatées était tout à fait négligeable. En revanche, pour les sujets testés, les 7 compères donnaient sciemment une réponse manifestement erronée, l'un après l'autre. Puis venait le tour du sujet. Le comportement et la réponse du sujet étaient alors analysés. Solomon Asch a alors constaté que sous la pression du groupe, les sujets ont donné la même réponse incorrecte que les 7 compères dans 32% des tests passés. Des variantes de l'expérience ont donné les résultats suivants. Lorsqu'un des compères se dissociait du groupe pour donner la bonne réponse, le pourcentage de réponses conformistes est tombé à 5,5%. Si le compère dissident se ravisait ensuite pour se rallier à l'avis des autres compères,
Ce pourcentage d'erreur remontait à 28,5%. Solomon Asch a également fait varier le nombre de compères pour mesurer l'influence de la taille de la majorité sur le comportement du sujet. Il a constaté que l'augmentation du nombre de compères augmentait également l'influence sur le sujet, mais que l'effet ne s'intensifiait plus significativement au-delà de 4 complices. Ce constat ne vaut toutefois que dans le contexte très précis du protocole expérimental commenté. Plus globalement, Solomon Asch a relevé qu'un quart seulement des sujets étaient restés totalement indépendants de la majorité et avaient donc chaque fois donné la réponse correcte. Seul contre tous. À l'autre extrême, un tiers des sujets avaient rejoint la majorité dans au moins un test sur deux. Après l'expérience, les sujets ont été interrogés sur la raison de leur comportement. Et ils l'ont justifié de différentes manières. Certains des sujets avaient bien vu quelle était la bonne réponse, mais ils se sont dit que si les autres avaient tous un avis différent, c'est qu'ils avaient probablement raison. On parle alors d'une distorsion de jugement. Ces premiers sujets ont donc menti sur ce qu'ils avaient réellement perçu, car ils croyaient que leur perception ne pouvait pas être correcte si le reste du groupe ne la confirmait pas. D'autres sujets ont expliqué qu'ils savaient parfaitement que leur perception était correcte, mais qu'ils avaient préféré donner la même réponse que les autres pour ne pas entraîner de discussion ou devoir se justifier. La distorsion n'était alors que dans les actes et pas dans le jugement. Ces autres sujets ont donc également menti par conformisme, alors qu'ils étaient conscients que c'est le reste du groupe qui se trompait. Enfin, pour une partie très minoritaire des sujets, c'est carrément leur perception qui a été altérée sous la pression du groupe, au point qu'ils ont cru que la réponse du groupe était correcte. Pour ces sujets, le conformisme a donc entraîné une distorsion de perception. Pour compléter ces expériences, rappelons également cette fameuse caméra cachée réalisée en 1962, dans laquelle des sujets rentraient dans un ascenseur où des complices pénétraient et tournaient irrationnellement le dos à la porte. De manière surprenante, sous la pression du groupe, les sujets piégés se tournaient également vers le fond de l'ascenseur après un moment d'étonnement et d'hésitation. Cette attitude des sujets piégés faisait beaucoup rire les spectateurs. Mais qu'auraient-ils fait, eux? Auraient-ils été capables de résister à la pression du groupe? Probablement pas pour la plupart. Et nous, qu'aurions-nous fait? Ces expériences peuvent paraître étonnantes et on pourrait aisément se persuader que nous ne serions pas tombés dans le piège. Mais le fait est que nous n'en savons rien. Ne jugeons donc pas trop vite les sujets qui ont adopté un comportement conformiste. En effet, ne nous est-il pas tous arrivé de choisir une direction plutôt qu'une autre, en voyant qu'un plus grand nombre de gens les suivaient? Ou de se garer plutôt là où d'autres véhicules étaient déjà parqués, que de l'autre côté de la rue, alors que rien ne l'interdisait et que ça nous aurait même évité un créneau. Naturellement, en pareil cas, nous trouvons toujours des bonnes explications rationnelles ou logiques a posteriori. Mais ce genre de justification ne sert souvent qu'à réduire nos dissonances cognitives. Je ne m'étendrai pas sur cette notion ici, mais elle fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Et pour prendre un exemple encore plus évident, pourquoi tant de gens suivent-ils les modes vestimentaires? Nous suivons la mode en rationalisant a posteriori le choix de tel ou tel vêtement, comme s'il s'imposait par un besoin quelconque ou une question de goût personnel, prétendument original, alors que le même vêtement semblera peut-être carrément ridicule dans 1, 5, 10 ou 20 ans. Toujours est-il que même si elle nous paraît bizarre, cette tendance à se conformer au groupe ou à la majorité est en fait relativement naturelle et logique si l'on examine la question sous l'angle de l'évolution. À l'échelle de l'évolution, notre cerveau n'a en effet pas eu le temps de changer aussi vite que la société ou la civilisation. Or, à l'échelle de l'évolution, il fut un temps pas si lointain où être exclu du groupe, de la tribu, équivalait pratiquement à une condamnation à mort. Dans ce cas, en effet, le dissident pouvait être éliminé pour avoir violé une règle ou brisé un tabou. Il pouvait aussi être banni, auquel cas il se retrouvait à la merci d'une nature sauvage et dangereuse, peuplée de prédateurs sans pitié. Alors, dans ces conditions, il n'est finalement pas si étonnant que l'évolution ait privilégié les êtres humains disposés à se rallier à un groupe, et donc à s'y conformer, pour ne pas risquer d'en être exclus ou rejetés.
Mais malgré cela, et ce sera ma conclusion, fort heureusement il y aura toujours des dissidents. Car comme le disait George Bernard Shaw, l'homme raisonnable s'adapte au monde. L'homme déraisonnable s'obstine à essayer d'adapter le monde à lui-même. Par conséquent, tout progrès dépend d'hommes déraisonnables. Je vous remercie pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, vous êtes libre de mettre un pouce en l'air, de laisser un gentil commentaire et de vous abonner à ma chaîne. A très bientôt dans une prochaine vidéo.